Salut tout le monde, c'est Jinji. Alors, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, on le sait déjà depuis le début du mois, Akira Toriyama nous a quittés. Alors, j'ai décidé il y a quelque temps déjà de me tourner pas seulement vers le jeu de rôle, mais vers la fiction. Et parler de fiction, j'avais déjà commencé, mais je pense qu'on ne peut pas parler des fictions, des univers fictifs sans parler des auteurs qui sont derrière. Mon but ne sera pas de parler d'Akira Toriyama, puisqu'il y a plein de chaînes qui le font. C'est le gagne-pain de pas mal de monde et qui aurait beaucoup de visibilité et beaucoup de travail de recherche derrière. Mais je pense que mon rapport à Akira Toriyama est bien différent. Et ce n'est pas la principale raison, mais c'est surtout pour lui rendre hommage que j'ai décidé un peu de parler de lui, mais par extension aussi de ce que j'avais déjà vu, de ce qu'il avait fait. Ou en tout cas, les choses dans lesquelles il a sa patte intégrée là-dedans. Alors, la seule chose que je peux dire, c'est que ça va être très étrange pour certaines personnes, mais les personnes qui me sont proches le savent déjà. Je n'ai pas commencé en aimant Dragon Ball, par exemple, qui est c'est la plus grande œuvre. Euh, pour moi, Dragon Ball, c'était quelque chose que je regardais, mais je le regardais quand j'étais petit, parce que je suis des années 90, je suis né en 90. C'était quelque chose qui était un peu à l'image de beaucoup d'autres séries, c'est-à-dire que les années 90 pour français, c'est avoir les restes des années 70-80 et en plus ceux des années 90, ce qui permettait d'avoir une large quantité de contenu. Ça et au fait où il y avait pas le satellite à une certaine époque et qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes, surtout là où j'habitais, puisque j'habitais dans l'extrême nord, ça faisait que en tant que jeune, on consommait énormément de mangas, puisque c'était vraiment la vibe des années 90, et même un peu avant, si on y regarde bien. Et Dragon Ball, ben, c'était pas forcément quelque chose que j'appréciais. Quand j'étais petit, je regardais plutôt des trucs qui traitent ou qui met en avant des justiciers ou des personnes qui se battent pour un certain sentiment de justice. Donc ça veut dire que même si j'étais petit, je regardais Hokuto no Ken. Après, on sait très bien comment ça a été énormément dilué à cause de la version française et des comédiens français. On va pas revenir là-dessus. Ou encore Senseiya, ou Sailor Moon, ou ce genre de choses. En gros, tout ce qui traitait de héros. Dragon Ball, j'avais eu du mal à considérer les personnages, les Z-Warriors, comme des héros. Encore maintenant, je ne pense pas que ce soit des héros. Pourquoi? Parce que même si Goku, c'est quelqu'un qui sauve le monde et qui a un sentiment de justice, il est surtout motivé par cette espèce d'aventure éternelle de devenir plus fort, de découvrir des adversaires plus puissants, et cette espèce de volonté de devenir, d'avoir un certain sentiment de progression et de progresser dans son kung-fu. Si on garde le côté Dragon Ball de sa jeunesse, on va y revenir. Et donc du coup, moi je me souviens, le seul souvenir que j'ai à ce moment-là, je crois que c'est quand j'avais 4 ou 5 ans. Je pense plus 5 ans, puisque bon, y avait une routine qui s'installait au bout d'un moment. C'est que, en fait, mon frère se levait, il regardait Dragon Ball Z. Puis ensuite, Sailor Moon commençait, donc moi j'étais levé et je regardais Sailor Moon. Puis on regardait ensemble Power Rangers et on filait pour aller à l'école maternelle ou primaire respectivement pour lui. Et c'était une routine qui s'installait, qui montrait bel et bien que je ne suivais pas Dragon Ball. Le moment où j'ai eu une réconciliation entre guillemets avec Dragon Ball, ou plutôt que je l'ai consommé avec un regard lucide, ou avec l'esprit critique qui me caractérise quand j'écrivais et quand je m'étais mis à l'écriture de scénarios de manga, ce genre de choses-là, c'était à l'arrivée de Dragon Ball Z sur MCM, puis respectivement Dragon Ball, dans cet ordre, malheureusement. Et ça fait que c'était une œuvre que j'ai redécouverte malgré le fait que j'ai joué à énormément de jeux. Évidemment, j'ai joué à l'Appel du Destin, j'ai joué au Budokai, j'ai joué aussi, comment ça s'appelle, au Final Bout, même si c'est vrai qu'avec le recul, c'était pas ouf. Et tout ce qu'on faisait, c'était charger jusqu'à balancer des Kamehameha, parce que le combat au corps à corps était nul.
Voilà. Ou encore avoir découvert via les émulateurs et les ROM les jeux Dragon Ball qui étaient sortis au Japon, ceux avec des systèmes de cartes et qui étaient excellents. Voilà. Voilà un petit peu le rapport que j'avais initialement avec Dragon Ball. Puis j'ai découvert avec MCM, comme je l'ai dit, j'ai redécouvert Dragon Ball Z plus précisément. J'ai vu l'arc des Saiyans. J'ai bien aimé la vibe de l'arc des Saiyans où ça commence avec le fait que Goku s'est sacrifié pour pouvoir battre un ennemi. Puis l'arc des Saiyans a poursuivi, l'arc Namek que j'ai trouvé aussi très intéressant. Et comme je n'avais pas tellement de souvenirs de Dragon Ball Z quand j'étais petit, le seul souvenir que j'ai, bah, c'est l'arc des cyborgs, et plus précisément avec le personnage, en fait tout ce qui est C16, C17, C18. Et puis après, évidemment, il y a ce qu'on appelle l'arc Cell, qui est considéré comme mon arc préféré, sans aucun effort, puisque j'ai l'impression que dans l'arc Cell, l'antagonisme principal de l'arc Cell, c'est pas tellement Cell, c'est l'orgueil caractéristique des Saiyans et comment le Super Saiyan, qui est un peu l'incarnation de leur orgueil pour certains, surtout pour Gohan à la fin de l'arc, euh, a fini par matrixer les Saiyans et leur faire prendre de mauvaises décisions. Voilà. Donc je pourrais parler de ça dans une petite section à part, mais je ne parle pas spécialement de Dragon Ball. Peut-être un jour, il faudra peut-être me relancer là-dessus. Parce que ça, je suis sûr de l'oublier. Et puis, évidemment, il y a l'Arquebou avec cette vibe où, après avoir découvert les Saiyans qui sont des aliens, puis on est encore allé encore plus dans les aliens et les origines à la fois des Namek, mais aussi l'origine de la destruction des Saiyans. On est arrivé sur quelque chose de plus technologique, mais aussi avec un ennemi plus ancien, avec l'armée du ruban rouge, que je ne connaissais pas vraiment, puisque l'armée du ruban rouge, ça commence à Dragon Ball. Et puis après, il y a l'arc-bout, où il y a eu un chevauchement. À une époque, quand j'ai découvert l'arc-bout, avant il y avait un mini arc, c'est l'arc Great Saiyaman, que j'aurais voulu beaucoup plus grand. C'est vrai que, comment il s'appelle, Akira Toriyama avait tendance à faire des héros ou des gimmicks qui étaient un peu ridicules, mais je trouve que le fait de prendre un personnage qui était censé être le nouveau défenseur de la Terre, et qui trouve un moyen, une identité, une persona, pour avoir plus de proximité avec les gens et les aider plus directement, ça permettait d'avoir en fait une sensation d'échelle où en fait ça arrive que dans des aventures, surtout les aventures de manga, on arrive dans la surenchère d'ennemis plus puissants, mais les conflits à petite échelle ne sont pas considérés et j'ai l'impression, a posteriori, après avoir vu ce que Toriyama a fait, notamment avec Jaco, ceux qui n'ont pas vu le manga Jaco, je ne peux que vous enjoindre à le lire parce que c'était vraiment un plaisir à le lire. Eh ben, j'aime bien comment Toriyama a cette manière de dépeindre l'extraordinaire avec le public, les différentes personnes qui se trouvent, qui se retrouvent face au phénomène des personnes avec des capacités surhumaines. C'est un peu un truc qui me fait penser peut-être que Oda, dans sa manière de montrer les différents individus quand ils réagissent à des choses extraordinaires, ça m'a fait penser que Oda a un petit côté à moitié Toriyama dans comment le public réagit et gueule dans tous les sens quand il voit quelque chose de dantesque, et aussi les Simpsons aussi dans la manière de réagir. Voilà, petite parenthèse, mais c'est comme ça. Et puis, qu'est-ce que je peux dire encore? Évidemment, Dragon Ball GT, on peut en parler. Alors, Dragon Ball GT, je pense qu'on est très nombreux à avoir été déçus, mais je n'ai pas été totalement déçu. En fait, il y a du bien, il y a du moins bien, et je trouve que vers la fin, c'était intéressant, il y avait de bonnes idées, mais ce n'était pas forcément porté de manière assez intelligente. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Puisque bon, si on doit faire un petit tour de Dragon Ball GT, on va quand même lui laisser ses lettres de noblesse. Le fait qu'il y ait des boules de cristal qui se répandent dans la galaxie, je pense que sur le fond, c'était une bonne idée. Après, comme la mythologie des Dragon Ball n'était pas attachée à d'autres planètes, si ce n'est la Terre ou Namek, le fait de faire que ces étoiles, les boules de cristal aux étoiles noires, finissent, si les Dragon Ball sont utilisés, la Terre est détruite s'ils ne sont pas rassemblés.
Bon, ça a l'air un petit peu téléphoné, mais je pense que c'était une bonne manière d'amener les trucs. Mais je pense qu'on le voit facilement dans l'arc Baby que on va voir petit à petit dans chaque arc de Dragon Ball GT, on va voir que quelque chose, on commence à entrevoir quelque chose qui nous, en tant que non-japonais, on ne pouvait pas voir, c'est qu'on pouvait voir qu'il y a des moments où l'histoire a dévié. Il fallait récupérer les 7 boules de cristal aux étoiles noires. L'arc Baby arrivait très très vite parce que les gens étaient, de ce que j'ai compris, pour avoir vu des interviews de l'époque, des trucs comme ça, c'est arrivé parce que, en fait, les gens en avaient marre de la quête des boules de cristal noir. Puis ensuite, il y a l'arc Baby que je déteste. Je trouve ça vraiment nul. Si on doit parler si on doit parler de l'arc Baby, franchement, je l'ai trouvé pas terrible. Beaucoup des ennemis des Saiyan Detsu Full, ce sont des personnages, c'est des personnes intelligentes, mais il fallait peut-être pas les motiver avec autant de haine envers les Saiyans. Je pense que c'était plus une faiblesse qu'autre chose. Puis ensuite, il y a leur Super C17 où en fait, tu mets un C17 derrière l'autre, ça fait Super C17. Malgré le fait que j'aime beaucoup le design. Retuer Krillin, mettre C18 qui combat son frère. Et le Super C17 qui est un petit peu sorti de nulle part, malgré le fait que j'aime bien le design, c'était nul. Et puis on arrive à la partie la plus intéressante, c'est la quête des boules de cristal, où ils ont beaucoup trop utilisé les boules de cristal. Ça c'est une bête d'idée, je trouve. Parce que le très vieux Kaioshin, l'ancien Kaioshin, avait une tendance à dire qu'il ne faut pas utiliser les boules de cristal n'importe comment. Et les gens de Dragon Ball GT, ils se sont dit, on va faire un truc avec ça. Et après, ce qui se passait, c'est que on va créer des dragons à partir de chaque boule de cristal. Et puis après, à la fin, il y a quelqu'un qui paie le prix, qui est évidemment Son Goku, celui qui est parti à la base à la recherche des boules de cristal. C'est quand même Goku qui s'est motivé à utiliser les boules de cristal et son groupe a commencé à dépendre des boules de cristal, donc le fait qu'il s'en aille, etc., etc. Et puis évidemment, ce qui se passe, c'est que après j'ai évidemment découvert Dragon Ball, parce que normalement le manga s'appelle Dragon Ball, mais qu'on réfère à Dragon Ball dans l'animé, c'est vraiment quand il est enfant. Alors je vais donner mon avis rapide là-dessus. C'est vrai que c'est une vidéo hommage, mais j'ai bien envie de parler de Dragon Ball. Alors Dragon Ball Z ou Kai, je l'ai regardé 30 fois. J'ai regardé 30 fois Dragon Ball Z, de souvenir, hein. Et j'ai regardé 2 fois Dragon Ball Kai. Déjà, bon, Kai avec les musiques américaines, tout ça, bon, c'est pas ouf, hein, on va dire ça comme ça. Mais ça a quand même été cuté, ça a quand même été travaillé avec un petit peu plus de panache. On a découpé les trucs, on a évité les longueurs où ils se regardaient dans les yeux. Comme moi, j'ai sur un disque dur Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, langue français, anglais, japonais, j'ai tout, j'ai la totale. Je peux clairement vous dire qu'il y a des longueurs et que je zappe. Je fais des bonds de 5-10 secondes pour pouvoir regarder Dragon Ball tranquillement. En regardant 30 fois Dragon Ball et en ayant vu que 5 fois... Enfin, en ayant vu 30 fois Dragon Ball Z et en ayant vu 5 fois Dragon Ball, je peux clairement vous dire que je préfère Dragon Ball à Dragon Ball Z. Voilà. La partie Goku enfant était très intéressante et je pense que c'est caractéristique de ce qui, selon moi, plaît à Toriyama, c'est-à-dire le fait de faire des aventures où il se passe énormément de choses dans un univers avec des registres très variés. C'est de l'art martiaux, c'est de l'aventure, c'est de la découverte, c'est de rencontrer des personnages tout aussi spéciaux que le personnage principal. C'est la dynamique où en fait Goku chevauche entre le fait de trouver les boules de cristal, puis ensuite de confronter sa nature guerrière, sa nature d'artiste martial, puis ensuite être confronté à un phénomène d'ampleur mondiale, et cette espèce de chevauchement-là où on arrive à caractériser Goku, pas seulement en l'observant, mais aussi en voyant que les arcs l'amènent à différentes situations, ce qui ça prouve bien qu'Akira Toriyama était quand même quelqu'un de très balèze.
Et puis, évidemment, on va pas faire le tour de tout ce qu'il a fait, mais soyons clairs là-dessus, même si Akira Toriyama, en tout cas l'œuvre Dragon Ball, il ne figure pas dans mon top 5. De toutes les façons, j'aime pas faire des tops, et quand je fais des tier lists, il n'y a jamais d'état de perfection. On peut clairement dire que Dragon Ball est dans le tier maximum, hein, il est dans le rang S, comme certains ont eu tendance à le dire, mais ce n'est pas mon manga préféré. Pourtant, il a fait beaucoup de choses, il a amené beaucoup d'innovations, il a très peu, en fait, son travail a eu très peu d'influence sur mon écriture, ça il faut le savoir, mais n'empêche que ce n'est pas parce que j'ai pas beaucoup d'affinité avec Dragon Ball que ça veut dire que je déteste Dragon Ball. Voilà, je préfère le préciser parce que sinon, ben, je serais pas en train d'en parler. En tant qu'artiste, je peux clairement vous dire ça. Faites très très attention parce qu'il y a une leçon qui est difficile à retenir pour les personnes de nos jours, surtout quand je parle de manga avec certaines personnes. Dire je n'aime pas ne veut pas dire je déteste. L'inverse de l'amour, c'est pas la haine. L'inverse de l'amour, c'est l'indifférence. Et Dragon Ball, selon moi, ne laisse pas les gens indifférents. Voilà. On peut voir des gens qui disent je n'aime pas Dragon Ball. Parfois ils le disent par bravade. Parfois parce que ce n'est pas leur registre. Et c'est tout à fait normal, il faut l'entendre aussi. Mais j'ai l'impression que quand quelqu'un n'aime pas quelque chose, ça veut dire par corollaire qu'il le déteste, mais je pense que c'est, on va dire, si on persiste à vous présenter une terminologie, on finit aussi par s'enfoncer de manière biaisée dans l'extension de ce qu'on pense être l'inverse. Voilà. Donc, il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là si on doit observer un certain sens critique. Donc, j'avais envie d'en parler. Mais Akira Toriyama, après qu'on écoutait ce qu'il avait déjà à dire, on voit aussi qu'il il a été pas piégé, mais il a été enfermé dans pas mal de choix et on lui a aussi imposé certains choix dans la création de Dragon Ball. Quand il faut critiquer Dragon Ball, on ne peut pas critiquer Dragon Ball pour ce que ça aurait pu être. Je vois beaucoup de gens dire ah oui, mais s'il avait pris bonne décision. Oui, mais le problème c'est qu'il n'a pas pu et il a dû céder à certaines choses. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a peu eu de distanciation avec Dragon Ball. Et on a appris récemment, à l'interview avant sa mort, que malheureusement, il avait il avait une distanciation avec tout ce qui était animé. Ce qui fait que moi, je vais vraiment essayer de me refaire un sens critique en réachetant les tomes d'origine. Mais avec la distanciation qu'il a eu avec les animés, mais aussi, je pense, Dragon Ball est devenu une machine qu'il n'a pas pu totalement contrôler et une aventure qu'il n'a pas pu totalement contrôler, n'empêche qu'il a produit quelque chose d'excellent. Je ne vais pas dire une masterclass, c'est un terme beaucoup trop galvaudé. Son truc, il est inimitable et c'est quelque chose qu'il a produit qui était excellent. Et la plupart des travaux qu'il a eus avec d'autres personnes, ce n'est pas juste parce que c'était une personne grandiose qui avait produit Dragon Ball et qui a imposé des standards dans les codes du Shonen Neketsu, c'est aussi parce qu'il avait dans son entourage des personnes qui étaient au courant de sa créativité, au courant de son parcours. On le voit comme le père des mangas Shonen Neketsu, mais il était plus que ça, puisque avant tout, il a fait énormément de projets où il a foiré et il s'est relevé en testant certaines choses. Et malheureusement, c'est un peu le problème avec l'observation d'un résultat de la part d'un consommateur, mais aussi de certains artistes qui prétendent s'inspirer de lui, c'est qu'on regarde ce résultat auquel il est arrivé, des personnes même on va dire de la critique publique viennent parler du fait que c'est pas une personne qui a fait un travail qui était transcendant parce que il y a toujours cette espèce de volonté. Je pense que vous le voyez à chaque fois que quelque chose fonctionne, il y a 3 étapes. La première étape, c'est que la chose gagne de l'ampleur. Le second,
c'est que ça gagne de l'ampleur et les gens essaient de comprendre. Il y a toujours une phase où les gens essaient de comprendre pourquoi c'est génial. Malheureusement, cette partie-là, elle est plus gérée sur Internet par des pigistes. Donc des gens qui écrivent un article qui a une espérance de vie qui peut aller de 1 seconde à 2 semaines. Ce qui veut dire que dans les deux cas, ça peut être vraiment nul à chier. Le but, c'est kiffer l'article plus vite. C'est pour ça que j'ai pas de respect pour les pigistes et le métier de journaliste, je pense qu'il est en train de crever, hein, la bouche ouverte. Opinion personnelle, évidemment. Et puis la troisième étape, c'est le moment où quand quelque chose devient très connu et il y a une certaine saturation, une certaine visibilité, il y a les détracteurs qui commencent à sortir. Et c'est pas dès le départ, ah oui, mais bon, voilà. Il y a des personnes qui ont un sens critique qui se disent, ce truc-là ne leur plaît pas, mais ils le disent dès le début. Mais la vague, il y a une espèce de vague cynique qui vient derrière, et je crois que c'est parce que on est devenu en tant qu'espèce, en tant qu'observateurs occidentaux, on est devenu des individus cyniques. Et quand je dis on, je préfère ne pas qu'on me compte dedans parce que je considère que le cynisme, c'est le déni de l'intelligence. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, à la fin, on se retrouve avec des personnes qui sont biaisées et qui aiment parfois taper à bras raccourcis. Je veux dire qu'on est français, on le sait, on aime beaucoup taper sur des choses qui sont des œuvres ou des choses qui ont été produites par des gens proches de nous à bras raccourcis. Et c'est quelque chose que j'essaie d'éviter de faire. Toriyama, c'était quelqu'un de brillant, c'était quelqu'un qui a proposé des choses très variées. Ça ne se limite pas à Dragon Ball, on devrait voir. Mais pour Dragon Ball aussi, il a dû faire énormément de changements. Et je crois que ces changements ont fini par altérer un peu sa distanciation avec sa propre œuvre. Il voulait que l'arc Namek soit une conclusion. Ça n'a pas été. Il voulait que Gohan soit l'héritier de Goku et que Gohan soit mis en avant. Les gens n'ont pas aimé. Et c'est évidemment avec le circuit du modèle du Jump où l'éditeur a quand même trop son mot à dire. C'est mon observation. Ça me fait beaucoup penser d'ailleurs au chef Otaku qui veut faire son propre Jump. Je pense qu'il est assez intelligent pour ne pas faire pour ne pas créer les mêmes problèmes. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Je ne crois pas que Jump puisse exister en France, mais je lui souhaite de réussir. Mais s'il y a un truc à retenir sur les deux Jump, c'est que la place de l'éditeur est beaucoup trop importante et surtout si l'éditeur commence à écouter un peu trop les fans, on peut se retrouver avec des personnes qui, même s'ils peuvent créer une grosse franchise, finissent par être aigris. Et sur cette note-là, je pense qu'on peut clairement le dire, quand on nous disait les travaux ont été chapeautés, ont été surveillés par Toriyama, je pense aussi que malheureusement, les éditeurs ont fait de Toriyama un bouclier sur des projets ou des aspects qu'il ne maîtrisait pas. Par exemple, sa dernière récompense était sur l'étude de l'animation. Il disait qu'il n'avait pas de contact avec l'animation. Il a rencontré des gens. C'était quand même quelqu'un de très humain, artistiquement parlant. Donc, il est allé voir les gens, il a vu ce qu'il était capable, il dit, ah, avec ces gens-là, on peut bosser. Donc, vous avez vu les mêmes interviews que moi si vous avez pris le temps de regarder ça. Je pense qu'on peut le dire. C'était quelqu'un qui était homme et qui, évidemment, derrière le spectre de l'édition et de la manière de faire, il faut surtout pas attaquer la pelouse du temps, donc ça veut dire qu'il faut restreindre certaines choses. Donc c'est vrai qu'en tant que consommateur, on a eu aussi pas mal de problèmes avec le fait qu'on disait ouais Toriyama, tout ça. Et pour les plus cibles, ils disaient Toriyama n'est pas aux commandes. Il y a des trucs ou bien en fait, il y a certaines choses qui sont passées. Je crois que des trucs des plus bizarres, c'était les cheveux de Trunks, où il a fait les cheveux de Trunks bleus pour le design de Dragon Ball Super. Apparemment, personne ne lui a rappelé que les cheveux de Bulma était violet à la base et que les cheveux de Trunks l'étaient aussi. Et comme il s'est souvenu que les cheveux de Bulma étaient bleus dans la version animée, il l'a fait bleu. Et on aurait très bien pu le reprendre là-dessus pour laisser les cheveux violets. Mais ce qu'a fait intelligemment, et c'est pour ça que je considère que c'était pas une polémique, ce qu'a fait intelligemment le personnage, enfin les animateurs de Dragon Ball Super, c'est qu'ils ont fait les flashbacks et ils l'ont mis en sépia. Comme ça, on ne voit pas la couleur de cheveux. Ils ont laissé Trunks avec des cheveux violets.
le petit, mais le grand, on l'a mis avec les cheveux bleus. Donc, personnellement, la couleur des cheveux, c'est vraiment peu de détails, surtout quand tu sais que quand il se transforme, il change de couleur de cheveux. Voilà, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Donc, on a eu énormément de visions, en fait, de regards. On a commencé à avoir un regard négatif sur Toriyama au fur et à mesure du temps. Mais quand tu commences à observer ce qui s'est passé, il a produit une grande œuvre malgré le fait qu'il a eu des embûches où il n'a pas pu faire tout ce qu'il a voulu faire. Moi, la seule chose que je me suis dit, c'est que je compatis parce que je ne voudrais sous aucun prétexte que des gens viennent me dire comment faire mon œuvre, mon travail. Surtout que j'ai envie de traiter des choses très très variées. Je sais qu'on peut ne pas partir dans tous les sens, on peut se focaliser sur un élément central, mais on peut juste essayer de se focaliser sur ce qui nous tient à cœur et ce qu'on a à raconter. Petite manchette aux gens qui, euh, qui veulent des fois essayer de trouver tout un argument ou toute une vision politique dans l'œuvre de quelqu'un. Ça, c'est un truc très récent, ça. Ah bah, du coup, quitte à ce qu'on soit dans un monde où le moindre truc que tu mets dans ton œuvre, les gens veulent essayer d'y voir une dimension politique, autant que je fasse quelque chose qui m'éclate et que je dise à ces gens qui veulent essayer de trouver des trucs qui n'existent pas, d'aller se faire foutre, en fait. Voilà. J'avais besoin de sortir ça, voilà. Et Toriyama m'a, dans un sens, dans sa posture, dans cette espèce d'attitude japonaise, dans cette attitude assertive qu'il a pour parler un petit peu de ce qu'il avait fait, je trouve que dans sa manière de se comporter, il y a quelque chose d'inspirant là-dedans. Voilà. Et puis, je pense qu'on peut aussi se dire, en tout cas moi je me suis dit, que malheureusement il y a un élément qui a été renvoyé encore une fois par des pigistes avec leurs interviews à la con. Son interview ne s'est pas arrêtée aux remerciements aux animés. Et c'est mon frère, merci à lui d'ailleurs, qui m'a dit, tu sais, Toriyama, il a dit un truc que tu disais tout le temps. Et puis je dis quoi? Et du coup, j'ai une page là. Alors, c'est un article de japanfm.fr. Merci à eux d'avoir restitué l'intégralité de ce qui a été dit. Voilà, il faut le dire. Akira Toriyama demande des idées à la hauteur de la qualité artistique. Il souligne que, bien que la qualité des œuvres augmente, l'individualité et la fierté dans le travail diminuent. Et c'est quelque chose que je souligne depuis que j'ai modernisé mon projet de l'univers étendu sur lequel je travaille. C'est depuis 2007, je dis ça. Je dis, les gens rebondissent sur ce qui existe déjà. Je prends toujours cette image de l'ombre et de la lumière. On est dans l'ombre. La lumière, c'est là où il y a des choses qui ont été découvertes. Le problème, c'est que la lumière brille plus intensément dans une zone, mais les zones d'ombre, elles, persistent. Et qu'il y a des gens qui innovent et il y a des gens qui rebondissent sur les innovations. Quelqu'un qui innove, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a un don ou une capacité artistique énorme. Ça veut dire qu'on se pose des questions et la raison pour laquelle je pense aussi que ça stagne, c'est parce que on a tendance à mélanger inspiration et pompage. Et je l'ai déjà expliqué et je l'explique tout le temps et je l'expliquerai jusqu'à la fin de mes jours. L'inspiration, la définition de l'inspiration du dictionnaire, c'est que tu es en face de quelque chose, cet élément te suscite des émotions, elle te suscite des réflexions, et c'est tout ce produit qui fait l'inspiration. Le pompage, c'est que tu prends un élément, tu te dis, ça c'est bien, je vais le shaper pour essayer de le greffer à quelque chose, ou même le prendre le truc tel quel et le restituer et le vomir. Vous avez senti là que je suis plus dynamique. Donc, ce qui se passe, c'est que je suis très content que Toriyama ait fini par laisser ce message-là. Malheureusement, il s'est noyé dans les interviews où il parlait du fait qu'il n'avait pas tant de lien avec le monde de l'animation, parce qu'encore une fois, on est dans un monde de pigistes où, en fait, l'information, elle est instantanée, mais elle n'est pas clarifiée, elle n'est pas épurée, elle n'est pas pertinente ou elle n'est pas complète. Je crois on peut clairement se dire aussi, si je peux me permettre de rajouter ça, c'est que
on est aussi arrivé à une nouvelle méthode, une nouvelle manière depuis très longtemps, depuis la décennie précédente, voire même un peu antérieure, à cette espèce d'approche où il y a une œuvre qui est constituée et on commence à chercher la moindre zone d'ombre pour pouvoir l'amener à la lumière. Et le truc aussi, c'est que maintenant, on arrive tellement à une espèce d'exploitation de l'information que il faut que toutes les questions aient été posées pour qu'il n'y ait plus le moindre secret. Et je pense que ça perd du charme. Et je crois qu'il y a une seule œuvre que je connais, et c'est quelqu'un à qui j'ai rendu hommage en début d'une vidéo, mais j'ai pas fait de, voilà, j'ai pas fait de trucs. J'ai pas fait de vidéo hommage pour lui, c'est Kazuki Takahashi par rapport à Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas de secret à la fin de la première histoire. Tout a été découvert. Ça reste grandiose. Mais il y a plus de secret en fait. Et est-ce que ça fait que la chose est mauvaise? D'autres disent que oui, d'autres disent que non. Personnellement, je considère que non. Mais à force de vouloir tout mettre en lumière et avoir la moindre piste et se dire ah oui, mais mes théories, j'aurais aimé qu'elles soient vraies ou quoi que ce soit, je crois que même si je suis pas totalement d'accord avec Abrams, J.J. Abrams, c'est vrai que si tu mets systématiquement une réponse, si tu cherches systématiquement la réponse qui est dans la boîte secrète et que dans la boîte secrète, il y a une réponse qui est différente de ce que toi tu attendais ou de ce que tu as théorisé, tu as un sentiment de déception, sauf que ce sentiment-là, en vrai, il ne devrait pas exister. On peut longtemps spéculer sur la nature de quelque chose et de l'artiste, mais au final, c'est l'artiste qui doit apporter ses derniers mots. Et je pense qu'il y a certains artistes qui ont commencé à ne plus divulguer de secrets, sauf si c'est vraiment pertinent. Et c'est la deuxième chose que j'avais envie de parler aussi par rapport aux artistes. Donc, à la vue de tout ça, au vu du fait que Toriyama ait parlé de l'originalité, du retour de l'originalité, de la fierté dans le travail accompli, je ne peux que lui dire merci parce que c'est quelque chose qu'on avait envie d'entendre. En tout cas, moi, j'avais envie d'entendre plus souvent. Et malheureusement, c'est tombé à la trappe parce que justement, quand moi je le dis, ça tombe dans l'oreille d'un sourd. Ça tombe dans l'oreille de sourd. Et je pense qu'au travers de tout ce qu'il y a à faire autour du travail de créer une fiction ou ce genre de choses-là, l'originalité n'est pas signe de qualité, mais malheureusement, à force de faire des éléments qui manquent cruellement de réflexion plus poussée ou qui ne comprennent pas les trucs les plus essentiels comme la compréhension des codes, la compréhension de l'idée de l'originalité, créativité et aussi inspiration ou encore aussi parfois être amené à faire une grande aventure qui est en dehors des sentiers battus, on finit par avoir une apathie artistique généralisée d'ailleurs. Donc je tiens à remercier Toriyama, repose en paix. Toriyama, merci à vous de m'avoir écouté. En souhaitant que ces mots ont été inspirants autant pour vous qu'il a été libérateur pour moi, je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Salut à tous. Salut à tous.